Donc on commence l'après-midi avec trois présentations. Une de Monsieur Jaouen, donc on n'a pas eu l'occasion de lui poser des questions sur la partie règlement. Ce sera peut-être l'occasion si certaines questions vous sont venues au moment du déjeuner. Ce sera peut-être le moment aussi de l'interpeller sur la présentation de ce matin. Et puis ensuite, je prendrai la parole sur un sujet d'essai d'eau pour réceptionner les dispositifs de captage. Puis ensuite, ce sera une présentation de M. Fauvin de chez Aegis, voilà, pour clore cette première séquence. Et puis on finira la journée avec Julien Marlinge et Alexandre Bossier. Et puis les présentations des entreprises de forage d'eau, avec une présentation sur les puits et une présentation plus axée pointe filtrante et retour d'expérience avec des éléments de planning et de coûts voilà, qui seront faits en fin de journée. Donc je laisse la parole à Timothée. Merci. Alors du coup, je vous propose de commencer cet après-midi par une petite étude de cas d'une paroi moulée dans la Crèce. C'est un cas un petit peu ancien, mais qui fera, à mon avis, écho à pas mal de chantiers récents, en particulier dans Paris et autour de Paris. Alors, c'était le projet du siège de TDF, de la télédivision française à Paris, donc construit vers 1995. Le projet se situait en bordure du périphérique, à proximité du parc des expositions. Il était prévu de réaliser 4 niveaux de sous-sol, construit à l'abri d'une paroi moulée et d'un fond injecté. L'objectif qui avait été réalisé par Burgeap à l'époque, c'était d'optimiser justement ces fondations spéciales. Alors, un petit élément de contexte. Vous voyez ici donc la situation générale de Paris. Le bâtiment, l'immeuble TDF se situe donc en bordure de Seine, au sud-ouest de Paris. Vous avez donc une coupe géologique est-ouest, où vous voyez donc depuis les coteaux du synclinal de Meudon qui descend jusque dans la vallée de la Seine, avec la succession classique du tertiaire du bassin parisien, c'est-à-dire Marne-et-Caillasse, calcaire grossier, les fosses glaises, et puis les formations de l'Yprésien, fosses glaises, sable d'Auteuil, argile plastique, le Meudon, qui est le dernier étage du tertiaire, et en sous-bassement, la craie du Campagnen. Vous avez dans la partie alluviale, bien évidemment, les alluvions anciennes de la Seine, qui sont des formations relativement sablo-graveleuses, en moyenne, et puis vous aviez également donc une frange superficielle d'alluvions modernes qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus argileuses, avec potentiellement des passées aussi tourbeuses à l'intérieur. Et puis bien évidemment, on est à Paris, donc au-dessus de tout ça, on a des remblais sur des épaisseurs qui peuvent être extrêmement variables. Vous voyez également une coupe du projet, avec l'ancrage des parois moulées en profondeur dans la craie, et la réalisation d'un fond injecté en guise de bouchon pour limiter les arrivées d'eau. Alors, ce qu'il faut savoir sur le secteur, c'est que vous avez ici un aquifère en relation directement avec la Seine, qui est la nappe des alluvions sur craie. Donc le niveau s'équilibre globalement avec celui de la Seine, vers 26-70 mètres NGF, et vous avez une perméabilité qui se répartit dans 2 compartiments. La première, ce sont les alluvions anciennes, qui ne concernent pas directement le projet, puisque vous êtes en vis-à-vis des parois moulées. Et vous avez un deuxième horizon qui se développe avec des perméabilités très importantes, une perméabilité de fracture en particulier, au sein de la craie. Et donc toute la question est de savoir où se situe cette limite entre ce qu'on pourrait appeler la craie fracturée et la craie compacte. Alors, pourquoi on a une craie fracturée et une craie compacte? Donc la craie compacte, c'est on va dire la partie la moins altérée, et on va avoir dans la craie fracturée plusieurs origines de la fracturation. Bien évidemment, on va avoir les grands mouvements tectoniques, les jeux de failles, et puis les réseaux de fractures associés. On va avoir des phénomènes de décompression également, puisque vous avez ici un empilement de couches qui exerce une pression sur la craie, qui a été érodé dans la vallée de la Seine, et donc vous pouvez avoir de la décompression, des diacases de décompression au sein de la craie. Et puis vous pouvez également avoir des phénomènes d'altération qui sont plus locaux, liés à la circulation de l'eau. Vous pouvez avoir d'ailleurs des spécificités un petit peu dans la craie, où vous pouvez avoir des traces de pyrites qui vont acidifier légèrement l'eau et accentuer sa capacité à dissoudre la craie, et donc à augmenter la taille des fractures. Donc l'ensemble de ces phénomènes d'altération va créer donc une frange d'altération de la craie qui va donner des perméabilités relativement importantes. Quand on est sur l'ensemble alluvions anciennes et craie fracturée, on peut assez couramment
en particulier dans la boutonnière de Boulogne, donc qui est juste ici, à avoir des transmissivités globales qui atteignent 5-10.2 sans trop de problèmes. Pardon. Et donc, pour déterminer effectivement la présence de cet horizon, la limite entre la craie fracturée et la craie compacte, il a été décidé de réaliser 2 essais au micro-moulinet. Et je vais refaire un petit point. Alors, on en a déjà eu un ce matin, mais je vais juste faire quelques rappels sur l'intérêt des essais au micro-moulinet sur ce type de projet. Donc vous avez le principe qui est décrit à gauche sur une coupe. Je ne vous refais pas le forage et puis la coupe géologique. Vous mettez dans ce forage une pompe en haut. Vous faites descendre donc un micro-moulinet qui va enregistrer le flux du haut vers le bas du forage. Ce qu'on va compter techniquement, c'est le nombre de tours, c'est-à-dire que vous avez une hélice libre, et c'est simplement l'aspiration de la pompe, donc la circulation de l'eau qui remonte jusqu'à la pompe, qui va créer un flux. Donc, en mettant le micro-moulinet, vous aurez 100% du flux total ici, vous allez descendre, vous aurez des pourcentages en moins, et vous allez arriver en bas où vous serez à 0%. Donc ce qu'on enregistre, c'est vraiment des tours d'hélice, et on peut avoir une corrélation directe entre le nombre de tours d'hélice et puis le pourcentage de flux qu'on va observer, la vitesse du courant. Donc on traduit ce nombre de tours d'hélice en vitesse de courant, et on peut également traduire cette vitesse de courant en débit. À partir d'un essai de pompage qu'on peut réaliser sur cet ouvrage-là, on peut donc discriminer verticalement les perméabilités tout au long du forage, de manière à avoir un profil de perméabilité en fonction de la profondeur. Alors c'est ce qui a été réalisé. Vous avez ici sur la droite un graphique qui montre donc l'essai au micro-moulinet avec l'interprétation des perméabilités en face. Donc deux micro-moulinets ont été réalisés. Ce qu'on voit assez clairement, là vous avez un des deux qui est présenté, ce qu'on voit assez clairement c'est qu'on a un arrêt des arrivées d'eau à partir de 4,2 mètres NGF, et que l'ensemble des arrivées d'eau se répartissent de manière relativement homogène, hein, on peut en discuter, entre environ, là on est à 9, donc ça c'est l'arrêt des crépines, et 4,2. Petit détail, donc je vous disais qu'on peut directement transcrire le micro-moulinet en perméabilité, tout simplement en prenant en compte que la transmissivité globale donc qu'on va obtenir à partir d'un essai de pompage, ça n'est ni plus ni moins que la somme la perméabilité moyenne sur l'épaisseur totale, ou dit autrement, c'est la somme des perméabilités et des épaisseurs de chacun des horizons. Donc voilà comment, à partir des flux générés par chacun des horizons, on peut déterminer sa perméabilité. Et donc déterminer la perméabilité limite qu'on va avoir au fond de fouille. Pourquoi c'est intéressant, vous me direz, puisque là on sait déjà que si on ancre la paroi moulée plus profondément que ça, on aura vraisemblablement moins d'eau. Pourquoi c'est intéressant? Parce que non seulement ça vous donne, d'une part, donc la zone à partir de laquelle vous n'avez plus de venue d'eau, première information. Deuxième information, ça vous donne aussi potentiellement la perméabilité limite que vous pouvez rencontrer en deçà. Et donc, pour une phase travaux, avoir le débit potentiel du rabattement nappe qui va pouvoir affecter la fouille. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ici, on a une perméabilité qui est de l'ordre de 10-3, et sur la base de l'ouvrage, donc là où doit s'ancrer la paroi moulée, on est sur des perméabilités de l'ordre de 10-7, donc des perméabilités relativement faibles. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donc sur la droite les deux images, hein, le projet initial qui est sur la gauche, la coupe de gauche. Donc vous aviez cette paroi moulée avec un fond injecté au pied de paroi. Ce qui a pu être réalisé, donc c'est une optimisation de la paroi qui est passée de moins 3 NGF à plus 1 NGF. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a pu déterminer grâce au micro-moulinet qu'on avait effectivement un arrêt des venues d'eau à partir de 4. Donc ça veut dire qu'ici, on a encore potentiellement 3 mètres ancrés dans une craie peu perméable. Et puis, bien évidemment, comme on est à 10-6, aucune raison de faire un fond injecté, on n'a pas besoin d'abaisser la perméabilité, puisqu'on obtient en débit, en tout cas en calculé, on aura dû avoir à peu près 14 mètres cubeurs de 14 mètres cubeurs de débit pour 7,7 mètres de rabattement. Dans les faits, on a obtenu en phase travaux 7,4 mètres cubeurs. J'ai pas mis de rabattement, puisque c'est un problème qu'on a déjà évoqué aussi dans la matinée. Il faut avoir un point de référence, donc on n'a pas de point de référence de niveau dynamique pendant le pompage. Mais on sait qu'on avait 7,4 mètres de rabattement, 7,4 mètres cubeurs pour faire le rabattement en phase travaux. C'est un intérêt non négligeable, puisque on a pu donc raccourcir la paroi moulée de 4 mètres. L'enceinte, le périmètre de paroi moulée était de 250 mètres carrés, donc on a fait une optimisation quand même de 1000 mètres carrés de paroi moulée.
Donc si on prend on va dire un calcul un petit peu grossier de l'ordre de 500 € du mètre carré de parois moulées, on arrive quand même à une moins-value de 500 000 €, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et puis d'autre part, il faut aussi enlever à ça le prix du fonds injecté qui n'a pas été réalisé. Donc clairement, une optimisation intéressante pour le maître d'ouvrage, uniquement liée à la réalisation de deux micro-moulinets et puis deux essais de pompage sur ces ouvrages. Voilà. Alors je vous disais que ça faisait écho avec pas mal de projets qu'on avait, qui s'étaient réalisés récemment en Paris et en proche couronne. C'est vrai que ce sujet est un petit peu ancien puisqu'il date des années 90. Personnellement, moi à Burjab, j'ai déjà pu travailler avec ce même type d'optimisation à l'aide de micro-moulins, à l'aide d'essais de pompage et puis de diverses études hydrauliques complémentaires. On a travaillé entre autres sur les bassins de pré-traitement du SIAP, d'ailleurs avec Maxime entre autres. Aujourd'hui, on a un projet ici Cœur de Ville également ancré dans la craie qui va être réceptionné courant mars, sur lequel on avait regardé justement ces questions de profondeur d'ancrage de parois avec une question subsidiaire qui était l'interconnectivité du réseau de fracture. Enfin voilà, on a aujourd'hui un certain nombre. Le projet EOL a aussi beaucoup travaillé sur ces aspects pour définir l'ancrage des parois moulées, les fiches mécaniques et les fiches hydrauliques surtout des parois moulées. On peut aussi citer un grand nombre de gares du Grand Paris, dont la gare de Chelles qui rentre en phase travaux en ce moment, où ces sujets-là sont relativement prégnants et où l'apport des micro-moulinets peut être relativement intéressant pour affiner ces fiches hydrauliques de parois. Et normalement, j'ai tenu les 20 minutes. C'est ça.